Je vais te montrer exactement quel est le procédé que j'applique pour acheter des biens depuis l'étranger sans les visiter ou en les visitant de manière très partielle. C'est vraiment une technique que je vais utiliser plusieurs fois, hein, vraiment plus d'une vingtaine, trentaine de fois, à chaque fois, largement. Et en fait, c'est une technique en entonnoir. Donc, tu vas comprendre absolument tout. C'est vraiment la méthode que j'utilise. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des superbes astuces et notamment une stratégie qui est banger pour notamment négocier le bien immobilier. Et on passe tout de suite à la méthode que j'ai utilisée pour acheter sans visiter. Alors, la méthode que j'ai utilisée pour acheter sans visiter, c'est hyper important de se dire qu'il faut vraiment une méthodologie. Parce que nous, on habite à l'étranger, hein, comme c'est certainement ton cas et le mien. On ne va pas se déplacer à chaque fois. On ne va pas prendre l'avion, on ne va pas prendre le train, la voiture, etc. Si tu peux te déplacer, très bien, mais il faut que tu visites à la limite que quand tu es certain d'acquérir le bien. Sinon, tu vas t'épuiser. En plus, ça va servir à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place cette méthode-là. Et tu vas comprendre qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose de se déplacer parce qu'il y a plein de manières, notamment avec cette méthode, d'acheter sans visiter. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand tu vis à l'étranger, en réalité, tu as deux choix. Tu peux soit attendre ton retour pour investir, donc tu n'investis pas tant que tu ne rentres pas en France, si jamais tu comptes revenir un jour en France. La problématique, c'est que plus tu attends, plus tu perds du temps. Tu perds énormément de temps et pendant ce temps-là, les biens vont énormément augmenter en valeur, donc c'est un problème. Et c'est juste dommage parce que tu perds en coût d'opportunité également, donc tu passes clairement à côté de quelque chose. Ou alors, tu apprends ou tu te fais accompagner ou bref, tu t'investis à distance pour justement ne pas perdre de temps, saisir les bonnes opportunités dès maintenant et profiter de l'effet de levier et donc du financement, notamment en France, pour acquérir des biens immobiliers. Alors maintenant, l'autre question, c'est pourquoi ne pas investir sur place? Pourquoi ne pas investir dans ton pays de résidence? Moi, j'ai absolument rien contre le fait d'investir à l'étranger. Moi-même, je l'ai fait. Maintenant, il y a quand même certains points à mettre en avant. À l'étranger, généralement, les prix sont juste délirants. À Singapour, à New York, par exemple, en Suisse, peu importe là où tu habites, c'est généralement tout le temps, beaucoup plus cher qu'en France. Je dirais de 3 à 5 fois plus cher qu'en France. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup moins de pouvoir d'achat. Donc, c'est quand même dommage. Et en plus, tu vas avoir des très faibles rendements. Donc, ça, c'est problématique. Sans parler du fait qu'en fait, généralement, tu vas devoir même mettre peut-être 30, 40, 50 d'apport. OK? Alors qu'en France, tu peux mettre beaucoup moins. Tu peux financer le bien à 100, à 90, à 80. Donc c'est une énorme différence. Et puis les taux d'intérêt sont variables à l'étranger, et cetera. Bon, il y a plein d'arguments, bref. Dans d'autres pays, tu as même pas le tu as un droit de propriété très limité, tu as même pas le terrain, tu as un droit de en fait, c'est comme un droit amphithéotique, on va dire. Tu possèdes le bien que pendant, 15-20 ans et après tu n'as plus la propriété du bien, donc c'est quand même, endommageable, enfin c'est très dommageable. Alors qu'en France, comme je te le disais, tu as des rendements très hauts, tu as un pouvoir d'achat beaucoup supérieur à l'étranger, donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, ma méthode d'investissement en 10 étapes clés. C'est vraiment 10 étapes et comme je te le disais au début de cette vidéo, c'est vraiment en entonnoir. En entonnoir, donc c'est ça qui est top, c'est que tu vas appliquer étape par étape pour qualifier le bien le plus possible. On rentre tout de suite dans le concret. L'étape 1, comme je te disais, visite en entonnoir. C'est-à-dire que tu vas visiter que les biens qui sont prometteurs. Quand je te dis visiter, ça veut dire concrètement que tu vas in fine visiter virtuellement ou physiquement, tu vas comprendre comment, que les biens où tu as une certitude maximale que tu souhaites passer à l'action. En fait, dans notre position, on ne peut pas visiter à tort larigot juste pour se faire plaisir des biens immobiliers et pour apprendre le marché. On habite à l'étranger, on ne peut pas se déplacer, donc ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut se positionner que sur des biens dont on sait qu'on a un potentiel qu'on souhaite potentiellement acheter et qui soit potentiellement intéressant. Ok. L'étape 2. Donc ça, c'est vraiment, là on rentre dans le concret, tu dois vérifier l'annonce. Vérifier l'annonce, ça veut dire quoi? Déjà, tu dois vérifier, est-ce que le prix du bien immobilier, il est cohérent? Est-ce que le rendement, il est cohérent? Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si tu vois un bien qui est 50 plus cher que le prix du marché, normalement, tu ne vas pas y aller. Sauf s'il est là depuis un an, bon, peut-être que tu vas pouvoir négocier. Et encore, je ne suis pas sûr. Donc vraiment, tu vas viser que des biens qui sont dans une fourchette de prix acceptable par rapport au prix du marché. Et tu te dis, OK, je peux les négocier. Ou même avec des prix déjà très intéressants. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça que tu dois connaître très bien ton marché. Tu vas vraiment devenir un expert ou alors faire appel à des experts, notamment, bon, voilà, de la chasse, etc. Moi, je sais que je fais aussi de la chasse. Mais voilà, ça, c'est hyper important. Ensuite, tu dois regarder les photos. Les photos. Donc comme ça, tu peux voir l'état du bien. Tu peux voir un peu l'aménagement du bien. Et ça va te permettre aussi de qualifier le bien. Par exemple, si tu souhaites acheter un studio ou rajouter une chambre ou je ne sais pas, tu te dis à travers les photos, est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est hyper important. Et après, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des biens similaires qui sont disponibles? Si oui, compare les biens.
tu peux comparer les biens et là, ça va te permettre d'avoir beaucoup, de, crédibilité, on va dire, dans ta recherche et dans ton analyse. Parce que si les biens qui sont comparables sont plus chers, ça veut dire que le tien est très intéressant. Autre chose, il existe plein d'outils en France. Tu peux aller sur DVF. C'est un outil où tu vas voir toutes les transactions immobilières de ton immeuble ou de ton quartier, des transactions immobilières véridiques. Tu vas connaître le prix de vente et les mètres carrés. Donc ça, c'est juste génial parce qu'évidemment, ça change tout à partir de là. Comme ça, tu sais exactement, le prix que, les prix et tu peux te baser sur des prix réels et pas que sur des annonces. Après, tu as Meilleur Agent aussi qui est très bien. Tu peux faire une estimation du bien et cetera. Donc là, ça déjà, il faut vérifier l'annonce et là, tu contactes pas l'agent immobilier, tu vérifies l'annonce, tu vérifies le prix. Ensuite, étape 3, tu vérifies l'emplacement. Normalement, tu as pas vraiment besoin de l'agent immobilier pour vérifier l'emplacement. Alors oui, dans l'annonce, les agents immobiliers, bon, c'est comme ça, ils mettent jamais la rue. C'est je trouve ça un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Ils veulent pas mettre la rue. Par contre, tu as toujours le quartier. Normalement, tu as le quartier ou à travers les photos, tu vas pouvoir, comprendre quel est le quartier. Normalement, l'agent immobilier, s'il est pas bête, il a mis le quartier parce qu'il a pas envie que tu l'appelles juste pour poser une question aussi bête que celle-ci, mais il y a des surprises. Donc, en connaissant le quartier, déjà, tu peux savoir, OK, est-ce que le quartier est porteur? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Si c'est un quartier, craignos, cité et cetera, tout de suite, pars. Ne regarde même pas plus loin, ça sert à rien. Les quartiers qui sont mauvais, il faut arrêter de croire qu'ils vont, changer dans le futur. Même s'ils changent dans le futur, écoute, on ne sait pas quand. Quand on investit dans l'immobilier, on veut de la certitude. C'est pas, du gamble, tu vois? C'est pas, du casino, je veux dire. Donc non, on veut de la certitude. Donc par rapport à ça, évite les mauvais quartiers. Par contre, un quartier moyen, bah, OK, ça c'est acceptable. Il sera peut-être porteur. OK? Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, est-ce qu'il y a des commodités? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt? Et donc pour ce faire, même si tu connais pas la rue, tu peux analyser le quartier. Google Maps, ça va être l'un de tes meilleurs amis avec Google Street View. Google Maps, tu peux déjà voir les points de distinction. OK, est-ce qu'il y a un tram? Est-ce qu'il y a un arrêt de métro? Est-ce qu'il y a un arrêt de bus? Est-ce que, il y a une école? Est-ce que, je sais pas, il y a une administration? Est-ce qu'il y a des entreprises? Tu peux le voir parfois et ça, c'est juste en zoomant. Tu zoomes, zoom in, tu vois? Tu zoom out et là, tu peux voir. Généralement, moi, je l'ai fait encore l'autre jour, ça marche très, très bien. Après, il y a Google Street View qui est encore mieux, mais c'est plus pour entrer vraiment dans le détail. Là, tu vas te plonger directement dans la rue, dans le quartier, tu te balades un petit peu, tu peux voir comment le quartier est situé, quels sont l'état des routes, quels sont l'état des façades, et cetera, et cetera. OK? Ça, c'est pas mal et parfois, tu peux même te retrouver le bien comme ça va demander un peu plus de temps, mais c'est pas mal. OK? Et donc là, on voit que tu as toujours pas besoin de l'agent immobilier. Tu fais vraiment une visite en tout noir. Là, tu es toujours en train de qualifier le bien immobilier. OK? Par la suite, alors là, entre l'étape 3 et l'étape 5, tu vas comprendre, normalement, tu commences là, tu vas devoir contacter l'agent immobilier. OK? C'est hyper important de le faire. Tu contactes l'agent immobilier parce que là, il te manque généralement des informations et c'est ça l'étape 4, c'est qu'il va te falloir un plan. Normalement, le plan, il est pas dans l'annonce immobilière. Parfois, il y a des agents immobiliers qui mettent le plan dans l'annonce. Là, c'est super parce que tu toujours pas besoin de contacter l'agent immobilier quand tu es, pardon, dans ce cas de figure et tu peux te plonger directement dans l'étude de plan et voir en effet, est-ce que tu peux aménager, et différemment le bien immobilier? Et à savoir, est-ce que tu peux l'optimiser? Est-ce que tu peux le valoriser? Parce que c'est vraiment en le valorisant le bien immobilier, en rajoutant une chambre, en créant plus d'espace, en améliorant, son aménagement ou même en le divisant, en bref, en faisant plein de choses que tu vas apporter de la valeur, donc le valoriser et que tu vas pouvoir in fine augmenter les loyers et augmenter la valeur finale du bien et donc à la revente, tu pourras augmenter sa valeur et ça, c'est très, très important. OK? L'autre chose dont il faut que tu poses, comme question, c'est la configuration. Est-ce qu'elle est adaptée à ta stratégie? Et c'est pour ça que c'est fondamental, avant de te mettre à rechercher des biens immobiliers, de savoir quelle stratégie tu souhaites mettre en place. Pourquoi? Parce que sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas recevoir beaucoup d'alertes et en fait, plein d'alertes ne seront pas cohérentes par rapport à ce que tu cherches, à ce que tu souhaites potentiellement faire et tu vas finalement te perdre parce que tu ne s enfin, tu vas regarder un peu tout, tu vas plus vraiment être motivé et tu vas te perdre parce qu'en effet, tu vas te dire: «Bon, bah, OK, j'ai vu un 60 m², après un 20 m² et tu vas être perdu. Ça va te créer plus de friction et de perte qu'autre chose. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est faire ce que j'appelle des visites en œillères fermées. Comme les chevaux, tu sais, les chevaux, quand il y a une course, ils ont tout le temps des œillères pour être focus. Toi, tu veux être focus, tu veux être concentré. Donc pareil, visite en œillère, ça veut dire que avant de te mettre en recherche très active, tu dois savoir exactement quel type, tout simplement, de bien tu recherches.
Pour quel prix? Quel budget tu recherches? Quel rendement tu recherches? Quelle stratégie finale d'exploitation se mettre en place? Location courte durée, location meublée tout court, location nue, colocation, etc., etc. Tu dois le savoir. Et donc pour ça, il faut que tu deviennes un expert de ton secteur. C'est très très important. Si tu n'es pas un expert, bah, il faut que tu le deviennes. Si tu ne souhaites pas le devenir, à ce moment-là, il faut que tu délègues cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est possible. Tu peux me contacter par rapport à ça, à voir. Donc ça, c'est possible. OK? Très très important. Maintenant, comme je te le disais au tout début, l'étape 4, donc tu vérifies le plan. Maintenant, généralement, le plan, il ne va pas être mis en annonce. Donc ça veut dire que c'est pour ça que tu devras contacter l'agent immobilier. Par rapport à ça, tu le contactes, tu te renseignes un peu sur le bien, OK? Et tu lui demandes également le plan. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, en regardant le plan, tu vas voir déjà certaines choses. Parfois, juste l'épaisseur des traits, tu sais, c'est un mur porteur ou non. OK, c'est hyper important, OK? Et notamment avec les photos, je reviens un peu en arrière. Les photos aussi, tu peux voir l'aménagement du bien, tu peux voir l'épaisseur de mur, tu peux voir OK, généralement, tu peux voir à travers les photos, est-ce que la cuisine, elle est loin du salon? Un truc tout bête, pour augmenter de valeur, tu peux très bien, casser le mur qui est entre la cuisine et le salon. Tu ouvres la pièce, derrière la pièce, c'est beaucoup plus vendeur. C'est à la mode d'avoir quand même des cuisines ouvertes généralement ou semi-ouvertes et en plus, ça fait un espace plus aéré et donc tu vas juste augmenter la valeur en faisant ça. OK? Donc le plan, très important. Alors, un point quand même et je vais venir juste après normalement, non, un petit peu après à l'étape 6. Mais le plan, tu ne l'auras pas. L'agent immobilier vont tous te dire: «Bah non, j'ai pas de plan». Donc reste jusqu'à l'étape 6. Je vais te dire comment faire pour obtenir un plan du bien immobilier, alors qu'en fait, l'agent immobilier, tu vas voir que tu vas pouvoir y arriver. Mais c'est à l'étape 6. L'étape 5. Donc à ce moment-là, bon, tu as contacté l'agent immobilier, mais avant de ça, avant de contacter concrètement, donc avant, si tu dois le contacter à l'étape 4, bah, évidemment, ça s'inverse un petit peu avec l'étape 5. Tu dois te poser les questions, dans le cas où tu dois le contacter vraiment l'agent immobilier, tu dois te poser les questions suivantes: «Est-ce que le bien colle à ta stratégie?» Et alors concrètement, est-ce que le prix du mètre carré, il est pertinent par rapport à ce que tu recherches? Est-ce qu'il est au-dessus du prix du marché? Largement au-dessus. Dans ce cas de figure, généralement, tu vas devoir mettre ça de côté. Et donc, tu ne dois même pas aller aussi loin que ça. Tu dois directement mettre ça de côté. Tu dois le faire dès l'étape 2 ou 3. OK? Est-ce que le rendement, il est pertinent? Et aussi, tu peux te poser la question de combien je dois négocier le bien immobilier pour atteindre le rendement que je souhaite. OK? Tout simplement. Est-ce qu'il faut faire des travaux? Si oui, combien? Est-ce que tu es en capacité de les estimer? En fait, c'est hyper, hyper important, mais tu dois savoir estimer les travaux. Tu dois savoir estimer les travaux lorsque tu fais une recherche de bien. Parce qu'en fait, les personnes comme toi peut-être qui ne savent pas estimer les travaux, la problématique, tu vas faire appel à un artisan. L'artisan, il va venir, il va se déplacer. Déjà, tu vas peut-être faire du coup, de l'agent immobilier, tu vas l'avoir une fois au téléphone, tu vas peut-être faire une visite visio, on va y venir et en plus, donc ça fait déjà 2 points de contact. Après, l'artisan va intervenir, ça fait 3 points de contact. Moi, déjà, je peux te dire, si le bien est intéressant, j'ai déjà pris, et je t'ai déjà doublé et c'est pareil pour, les membres de mon accompagnement, ils te sont déjà doublés. Donc tu vas perdre le bien et ensuite, si tu dois obtenir le devis, il y a plein d'artisans, bah, ils mettent, 2-3 semaines à te donner le devis. La plupart te mettent, 2 semaines. C'est bon, tu as perdu le bien. Donc tu dois être en capacité d'estimer les travaux. Ça, c'est primordial, OK? Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'à travers les photos, moi, tu me donnes les photos, par exemple, d'un bien immobilier, je sais déjà le montant des travaux. Globalement, une fourchette, évidemment, après, il faut aller affiner. Mais ça veut dire que je suis déjà en capacité de faire toute mon estimation. Très, très important. Par rapport au rendement cible, pardon, par rapport au rendement cible, alors je recommence. Par rapport au rendement cible et cetera, tu peux utiliser un autre outil qui est hyper intéressant, qui s'appelle simlock.fr ou .com de mémoire. Tu vas rentrer tous les chiffres en lien avec le immobilier. Il est gratuit, cet outil-là. C'est ça qui est trop cool. Tu vas rentrer le prix du bien, le montant des travaux, alors, il faut le connaître, le montant de ton apport, et cetera et in fine, tu vas connaître ton rendement, ton cash flow. Tu vas voir un tableau d'amortissement, le tableau du prêt également. Tu vas savoir ta mensualité de prêt. Tu vas savoir si, le bien s'autofinance. Tu vas savoir est-ce que tu vas payer des impôts ou non. Donc c'est génial, utilise ce site-là. Maintenant, possibilité de négocier. Ça, tu dois te poser la question. Pour savoir si tu as une possibilité de négocier le bien immobilier, déjà, il y a plusieurs choses à faire. Moi, j'ai établi 2 catégories de points de négociation. J'ai appelé la catégorie objective et la catégorie subjective pour négocier. La catégorie objective, c'est ce qui est tout simplement objectivement incontestable. Typiquement, c'est tout ce qui concerne le bien immobilier. L'état de la façade, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est incontestable. À part avoir une personne de mauvaise foi, on ne pourra pas te contester ça. Ensuite, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que l'appartement, il doit être rénové? Est-ce que l'appartement est dans un mauvais quartier?
Est-ce que la porte d'entrée, elle est abîmée? Tous ces points-là, ils sont objectivement vérifiables et on serait tous unanimes. Si on devait interviewer 100 personnes, il y a 95 personnes, 95% des personnes qui seraient d'accord avec toi. Ok, c'est ça. Et donc, tu dois noter tous ces points-là pour le communiquer à l'agent immobilier. Et tu vas comprendre, et c'est comme ça notamment que tu vas pouvoir négocier le bien immobilier. Ok, parce que c'est incontestable. Alors évidemment, lui, l'agent immobilier est là pour vendre, et donc il va un petit peu limiter tes arguments, mais c'est l'arrêté. Ok, ça c'est hyper important. La deuxième catégorie, donc la catégorie subjective de points de négociation. En quoi ça consiste? C'est tous les critères un petit peu subjectifs. Donc ça va consister en fait en contexte contexte de l'acquisition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs points de contexte. Le contexte géopolitique. Typiquement, pendant le Covid, moi, j'ai pu à un moment négocier un bien immobilier. J'ai fait une très bonne affaire, tout simplement parce que c'était au tout début du Covid. Il y avait beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas ce qui allait se passer. Peut-être qu'il allait y avoir une grande crise, etc. Donc, j'ai appuyé là-dessus. Pendant la guerre Ukraine-Russie, au tout début, crise géopolitique. Ok, il y a eu de l'inflation, etc. On ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Crise des taux d'intérêt, inflation, etc. À chaque fois, sers-toi de tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est le contexte géopolitique. L'autre contexte, c'est le contexte d'acquisition, vraiment à proprement parler. Ça veut dire quoi concrètement? Ça va être en fait, euh, est-ce que le vendeur il est pressé de vendre? Depuis combien de temps le bien il est en vente? Est-ce que le vendeur il a un crédit sur le dos en lien avec le prêt, avec le bien immobilier? Si oui, il a une pression financière. Mais s'il n'a pas de crédit, il a moins de pression financière. Donc il est prêt à plus baisser le prix. C'est tous ces petits critères-là. Donc tu vois, c'est subjectif dans le sens où tu dois te renseigner. C'est un peu discutable. En réalité, c'est pas tant discutable que ça, mais c'est plus de la vérification contextuelle. Ok, et donc à partir de là, tu notes également tous ces éléments-là. Et là, ça va te permettre de vraiment bien négocier le prêt immobilier. Donc ça, c'est le prêt immobilier, le bien immobilier, pardon. Et ça, c'est génial. Ensuite, on arrive à l'étape 6. L'étape 6, elle est très très importante parce qu'en fait, tu vas vérifier les documents stratégiques. Qu'est-ce que je veux dire par les documents stratégiques? En fait, c'est les biens qui sont les documents juridiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je mets entre parenthèses à faire uniquement après une offre acceptée si le bien est exceptionnel. Donc, je mets entre parenthèses ça, j'en parlerai un peu plus tard, tu comprendras par la suite. Donc, ça veut dire quoi? Là, normalement, c'est ce que je te disais au tout début, entre l'étape 3, parce que normalement, tu peux te contacter dès maintenant, parce que tu n'auras pas forcément toutes les informations sur le bien, mais généralement, tu peux quand même avoir un maximum d'informations, tu étudies le bien et après tu contactes. C'est surtout à partir de l'étape 4 ou 5, et même si c'est obligatoire, donc c'est surtout à travers l'étape 4 que tu devras contacter l'agent immobilier. Ok, à cette occasion, s'il s'avère que le bien il est pertinent, dès l'étape 5, 6, peu importe, tu vas demander les documents juridiques en lien avec le bien immobilier. Et ça, c'est primordial. Parce que tu vas vérifier tout un tas de choses. Dans les procès-verbaux d'assemblée générale, tu vas vérifier par exemple, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été évoqués dans le passé? Tu as le droit légalement aux procès-verbaux d'assemblée générale sur les 3 dernières années. J'entends souvent dire, c'est les 3 derniers procès-verbaux. Non, c'est les 3 dernières années. Ça change tout. Dans une année, tu peux avoir 2 procès-verbaux. Donc, tu dois les analyser. Il y a plein de choses à regarder dans les procès-verbaux, notamment les travaux. Il y a plein de choses. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, c'est impossible. Le règlement de copropriété, hyper important à regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le règlement de copropriété, si par exemple tu veux louer ton bien en location courte durée, tu dois savoir si le règlement l'autorise. Hyper important, tu vois? Si le règlement ne l'autorise pas, à ce moment-là, bah, déjà tu peux switcher, tu peux partir sur un autre bien. Donc ça, c'est un document à demander. Ensuite, sur le plan, j'y viens. Tout à l'heure, je t'avais dit, ici, que généralement, tous les agents immobiliers vont dire: «Bah non, j'ai pas de plan, du bien immobilier». La plupart me disent ça à chaque fois. Ce qui est bête, parce qu'en réalité, le plan, il est dans le diagnostic. Alors attention, le plan, il n'est pas dans le DPE. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, tu vas pouvoir savoir la note d'énergie de ton bien immobilier. Mais tu vas être en capacité de demander le diagnostic technique du bien immobilier. Et là, ça change tout, parce que tu as accès à tout un tas d'informations, dont le plan. Le plan, il a été fait par le diagnostiqueur, il va te faire un croquis, mais ça suffit déjà pour savoir l'aménagement. Tu vois, rien que ça suffit. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le demander. Et au-delà du plan, déjà, il y a plein d'informations pertinentes. Donc ça, tu vas devoir analyser tous ces documents-là. Et là, comme ça, rappelle-toi toujours, c'est un entonnoir. On avance au fur et à mesure et on qualifie de plus en plus le bien pour savoir si oui ou non je souhaite y aller. Tu dois savoir ça. Petit à petit, pour l'instant, tu le vois, tu as eu peut-être un point de contact avec l'agent immobilier, au point 4 ou 5 ou 6 de l'étape, peu importe, mais tu n'as pas visité le bien. Tu ne l'as toujours pas visité. Donc, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que visiter un bien, même si
c'est par téléphone ou peu importe, bah, ça demande du temps. Ça va te bloquer, allez, 15, 20, 30 minutes. Alors que là, tu as eu un point de contact avec l'agent immobilier, ça a duré 5 minutes et c'est terminé. Tu as donné ton email, peu importe, et voilà, c'est fait. OK? L'étape 7, appel en visio avec l'agent immobilier. Donc là, ça veut dire que concrètement, quand tu arrives à cette étape-là, tu sais déjà que tu veux aller sur le bien. Normalement, tu sais que tu veux aller sur le bien. Par contre, et normalement, tu dois déjà, un petit peu avant, entamer la négociation. Moi, je disais possibilité de négocier, je le mets à l'étape 5, mais attention, faut y aller doucement avec l'agent immobilier quand tu l'as au téléphone. OK? Quand tu as toujours pas fait de visite, il faut que tu ailles doucement. Pourquoi? Parce que sinon, l'agent immobilier, il va se braquer, il va dire: «Non mais écoutez, vous me parlez de négociation, vous rentrez vraiment dans le détail, vous avez toujours pas visité le bien immobilier. Vous pouvez pas savoir s'il vous plaît ou pas». Il y a 99 des gens immobiliers qui vont dire ça. Alors que c'est bête parce qu'en fait, moi, je suis investisseur. Quand je visite un bien immobilier, bah, c'est pour investir. Donc en fait, à l'intérieur, le bien, si comment il est conçu, ça m'intéresse. Qu'il soit moche, bah, je m'en fiche parce que moi, je refais tout. Maintenant, si c'est pour un pied-à-terre, dans ton cas, évidemment, c'est un peu différent. Donc là, évidemment, faut vérifier davantage de choses. Mais tu vois, c'est pour ça que tu ne peux pas y aller franco sur la négociation tant que tu n'as pas fait la visite en visio. Par contre, je te conseille concrètement d'aborder cela et d'y aller un petit peu, comment dire? D'aborder la chose. Tu peux déjà lui demander avant la visio: «OK, est-ce qu'il y a déjà une marge de négociation? Quel est le meilleur prix?» Toutes ces petits trucs-là, parce que comme ça va te permettre en fait tout simplement de vérifier, déjà d'avoir des informations. L'agent immobilier va peut-être te dire, «Oui, bah, en fait, oui, ce bien-là, vous pouvez l'avoir à, 149 000 plutôt que 169 000 parce qu'il est pressé». Ah OK, juste en posant une question, tu as déjà peut-être économisé 20 000 €. Moi, ça m'arrive souvent de poser cette question, ce genre de questions et j'économise tout le temps, 15-20 000 € facilement. OK? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, tu fais la visite en visio. Alors, visite en visio, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas devoir tout visiter. Il faut être très malin. Tu ne veux pas juste visiter le bien immobilier. Donc, ce que tu vas faire, tu vas appeler l'agent, tu vas fixer un rendez-vous et tu lui dis: «Écoutez, moi, dès que vous êtes en face de l'immeuble, vous m'appelez, dès que vous êtes dans la rue». OK. Pourquoi tu vas visiter? Tu veux être en visio avec lui dès le début, dès qu'il rentre dans l'immeuble. Tu vas pouvoir voir comme ça la cage d'escalier, les communs, l'entrée, est-ce qu'il y a le nombre de boîtes aux lettres, l'état des boîtes aux lettres, la porte, comment elle s'ouvre, le système d'ouverture de la porte. C'est primordial, notamment quand on veut faire de la location courte durée, pour faciliter la fluidité d'entrée et de sortie des voyageurs que tu vas accueillir dans le logement en Airbnb, par exemple. Tu vas vérifier l'état global, en fait, de l'immeuble, même la façade. OK, et donc là, attention, pose toutes les questions live. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, il faut que tu poses la question tout simplement. OK, ah, et n'hésite pas à interrompre. «Attendez, stop, là, je voudrais vous poser une question. Là, vous pouvez me montrer la façade?» «Ah OK, d'accord», et puis dire: «OK, l'immeuble, il date de quand?» Ou tu vois, tu parles un petit peu avec lui, mais tu poses toutes ces petites questions-là et n'hésite pas à l'interrompre. Tu l'interromps lorsqu'il, marche ou lorsqu'il parle: «Ah, attendez, stop, là, montrez-moi juste les boîtes aux lettres pour voir comment ça fait. Ah OK, d'accord», et c'est tout et ça suffit, tu l'interromps. Ce que tu peux faire en plus, tu enregistres. Surtout si tu débutes, si tu es novice, moi je te conseille vraiment, et même si tu ne débutes pas, enregistre. De nos jours, avec l'iPhone, le Samsung, je connais moins, mais tu peux enregistrer une visio. Par contre, tu n'auras pas le son, mais tu t'en fiches. Et comme ça va te permettre de regarder à nouveau la visite. Après la visite, tu pourras regarder une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. Tu pourras même l'envoyer à quelqu'un qui pourra t'aider potentiellement. OK? Donc voilà, fais une visite guidée à distance et ça, c'est primordial. Et là, tu peux y aller, c'est bien. Maintenant, attention, on n'a toujours pas terminé. Donc rappelle-toi, c'est un entonnoir. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on arrive à l'étape 8. L'étape 8, c'est presque l'étape finale. Pourquoi? Là, dans l'étape 7, OK, c'est très bien, tu as fait une visite visio, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas, tu veux avoir 100 de certitude. OK, nous, on ne se déplace pas. Si tu peux te déplacer, très bien, mais je ne veux pas me déplacer à chaque fois que je dois visiter un bien immobilier. Et donc, ça va être un relais local que tu vas faire intervenir, qui va te déplacer pour toi. Ces relais locaux, ça peut être qui? Ça peut être, en fait, à peu près n'importe qui. Famille, amis, artisans, peu importe. Pourquoi? Il suffit que la personne te délivre son feeling avec le quartier. Ça suffit. Avec le bien, comment il est conçu. Et toi, tu peux même préparer des questions en avance que lui va devoir soit poser à l'agent immobilier ou soit vérifier discrètement. OK? Donc tu as pas besoin que ce soit un expert en immobilier. Évidemment, si c'est un artisan et c'est un expert en immobilier, c'est encore mieux. Mais c'est pas le plus important. D'accord? Ça, c'est un point à vérifier. Maintenant, attention, attention. Si c'est de la famille, des amis ou des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en immobilier,
Prends du recul. Pourquoi? La personne qui va te délivrer son conseil, euh, elle ne veut pas que tu fasses d'erreur. Donc, elle ne va pas prendre la responsabilité sur ton échec. Et donc, forcément, en plus, elle ne s'y connaît pas en immobilier, donc elle va être prudente sur l'analyse. Et donc, ça veut dire qu'elle va te donner des conseils pour que toi-même, tu sois prudent. Alors qu'en fait, elle n'y connaît rien en immobilier. Donc, prudence. Et même les artisans, prudence parfois, parce que euh, ce sont pas des experts totalement en immobilier. Ok, ce sont des experts en rénovation. C'est pas pareil. D'accord? Évidemment, le mieux, c'est d'avoir un artisan, mais attention, un artisan, il faut qu'il soit rapidement disponible. Tout comme ton relais local, il faut qu'il soit rapidement disponible. S'il met 3 semaines à intervenir, c'est terminé, tu as peut-être perdu le bien. Donc il faut soit réactif. Moi, je sais que dans mon accompagnement, on a des relais locaux partout en France. Et donc ça, c'est un grand atout parce qu'on met ces relais locaux à disposition et ça aide grandement. Et il faut la réactivité. Normalement, c'est au bout de quelques jours, ils doivent intervenir. OK? À partir de là, cette personne-là, le relais local, il fait une visite physique, tout simplement. Donc ça, c'est bien. Visite physique, il peut prendre des photos, des vidéos pour toi. Il va pouvoir faire, pourquoi pas un devis travaux, mais photos, vidéos, si tu en as pas assez, il peut le faire. Il peut également poser d'autres questions à l'agent immobilier et il peut te faire un rapport, ce relais local, à la fin de la visite où tu l'appelles directement. Et donc ça, c'est pertinent. Par contre, attention, tu le fais intervenir uniquement si le projet, il est sérieux. Si le projet n'est pas sérieux, tu vas griller le contact. Si tu fais intervenir, par exemple, quelqu'un de ta famille, un ami ou un artisan 15 fois, c'est terminé. Il va plus le faire pour toi, il va plus y aller, il va te trouver des excuses, il va te dire concrètement: «Non, je ne vais pas le faire». Oui, c'est pour ça que moi-même, dans l'accompagnement, je dis: «Attention, vous devez le faire quand vous avez atteint un niveau de certitude sur le bien». Sur le bien et sur le fait que oui, il est pertinent et vous voulez faire une offre. Si c'est de la visite juste pour, le kiff, j'ai envie de dire et pour, s'amuser, ne faites pas intervenir quelqu'un. Vous allez vous griller la personne et moi, c'est ce qui se passe. Nous, généralement, c'est entre 1 à 3 visites maximum et ça suffit. Après, il y a des exceptions, il y a pas de problème, mais voilà. Sinon, vous allez vous griller votre contact, il va plus le faire et ça sert à rien. C'est pour ça que c'est vraiment visite en entonnoir. L'étape 8, c'est l'étape presque l'étape finale où en fait, vous devez vous poser la question: «Oui, je souhaite faire une offre. Je sais que je peux négocier le bien. J'ai pas encore même là, à l'étape 8, vous pouvez avoir la certitude sur le prix parce que vous avez déjà fait une visite en visio. Donc en réalité, vous savez que, tu dois savoir que tu souhaites y aller ou pas. Parce qu'après la visite en visio, là, tu peux négocier. Tu peux vraiment y aller. Donc tu peux déjà même avoir un prix plus ou moins accordé et faire l'étape 8. Et à l'étape 8, tu peux même renchérir pour négocier un peu davantage. Mais c'est que du bonus. D'accord? Donc point important à regarder. Maintenant, je t'avais dit tout à l'heure, et sans que c'est l'étape 9, sur les documents. Sur les documents, à le faire uniquement dans certains cas. Mais c'est ça l'étape 9 notamment. Et ça, c'est une énorme astuce que je mets en place tout le temps pour, acquérir des biens immobiliers. Parce que contrairement à toi, par exemple, ou à quelqu'un d'autre qui est novice peut-être, ou même qui a de l'expérience, mais qui a pas cette astuce-là, je vais te griller et je vais passer avant toi. Comment? En fait, moi, si le prix et si le bien, il a un bon prix, très bon prix dès le début, je vais bloquer le bien, je vais faire une offre. Même sans avoir reçu les documents, juridiques, donc l'étape qui est juste ici, l'étape 6, même sans avoir fait intervenir quelqu'un à l'étape 8. Donc je vais passer beaucoup, beaucoup d'étapes. OK? Je vais passer donc l'étape 8, l'étape 7, généralement, je vais le faire, mais c'est en bonus. L'étape 6, je ne vais pas la faire. L'étape 5, oui, je vais la faire, rapidement. Donc en fait, je fais tout jusqu'à l'étape 5 et après, je fais la visite en visio et c'est tout. OK? Et là, je vais bloquer le bien. Je vais faire une offre immédiate au prix. Ou s'il m'a dit que je pouvais négocier un peu, je le fais. Mais généralement, je vais à peine le faire parce que je veux bloquer le bien, parce que le prix, il est exceptionnel, il est vraiment super. J'ai bloqué le bien, j'ai rien vérifié. Donc tu vas me dire: «Oui, mais c'est dangereux, je prends un risque». Oui, tu prends un risque, mais en réalité, non. Parce que tu peux te désengager de l'offre. Et ce que tu vas faire, après, une fois que tu as bloqué le bien pour toi, tu n'as toujours pas signé le compromis. Tu n'as pas signé la promesse de vente, tu n'as pas signé le compromis. Et donc, ce que tu vas faire, une fois que le prix il est bloqué, le bien est bloqué, tu vas faire toutes les vérifications nécessaires. Donc, l'étape 6, l'étape 7 éventuellement, l'étape 8, hyper important. Et là, tu vas négocier. Alors que tu vas me dire: «Ouais, mais j'ai déjà bloqué le bien, je ne peux pas négocier». Bah, détrompe-toi. Moi, je négocie beaucoup de biens que je bloque déjà. Parce qu'en fait, l'agent immobilier, il s'est engagé. Le vendeur s'est engagé. Ils se sont accordés sur un prix. Ils n'ont pas envie de remettre le bien à nouveau en vente. Et l'agent immobilier, il n'a pas envie de refaire 10 000 allers-retours et il n'a pas envie, de visiter à nouveau le bien à d'autres personnes. OK? Et donc tu peux renégocier. Et moi, c'est comme ça, ces derniers temps, j'ai fait une offre, enfin, j'ai pu, négocier, bon, 10 000 €.
c'est ça de gagner. Alors que j'avais bloqué le bien, mais j'ai négocié 10 000 € après. En vérifiant les documents, je lui ai dit: «Bah, écoute», au vendeur, là, si je le traitais avec le vendeur directement, mais ça peut être avec l'agent immobilier. Je dis: «Écoutez, là, vous m'aviez pas dit ça», ou alors après, il faut pas trop attaquer, mais il suffit que tu dises: «Écoutez, ça, on n'en avait pas parlé et j'étais pas au courant». Donc c'est indirect, tu l'attaques pas. «J'étais pas au courant, j'ai vu que, il y avait ça, par exemple, il y avait, ça comme discussion dans les AG. J'ai vu qu'il y avait des travaux de prévus. J'ai vu que, ouais, bon, là, il y a beaucoup de charges, vous m'aviez pas dit ça, enfin, j'étais pas au courant». Et donc tu trouves des arguments et là, tu vas pouvoir tailler le bien. Quand je dis tailler, tu vas pouvoir le casser un petit peu le bien, délicatement. Tu vas faire une liste et donc tu vas pouvoir renégocier. Et donc ça, c'est vraiment génial. OK? Mais ça, c'est seulement si tu as un prix extraordinaire, un prix incroyable, un prix très, très bon, même un prix, bah, très bon, ça suffit. OK? Et donc là, tu négocies le bien et en fait, tu vas renégocier et puis après, tu vas signer le compromis. Donc ça, c'est vraiment l'un des cas exceptionnels, mais c'est trop chouette. OK? Maintenant, bah, c'est ce que je t'expliquais en fait, hein. Pourquoi bloquer le bien? Parce que tout simplement, tu peux te rétracter ensuite sans risque, donc tu crains pas grand-chose et c'est très utile pour négocier plus tard. Donc ça, c'est trop chouette. Maintenant, conclusion. Pour faire tout ce processus-là, il faut être très malin. Il faut pas faire comme tout le monde. Il faut être plus malin que les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne diras jamais que tu es non-résident. À l'agent immobilier, tu vas pas le dire. Au vendeur, tu vas pas le dire. Pourquoi? Si tu fais tout ce processus-là, tu n'auras aucun problème. Par contre, si tu dis que tu es non-résident, l'agent immobilier, ça a créé des frictions. Il va pas vouloir te faire visiter le bien. Ça va apporter des doutes. Il va se poser des questions. Il va vouloir te faire intervenir auprès d'un de ces courtiers magiques, soi-disant, qui va estimer ta solvabilité. Et puis la conclusion sera: ah ben non, il ne peut pas emprunter parce qu'il habite au Canada, parce qu'il habite je ne sais pas où. Et donc, tu ne pourras pas acheter le bien. OK? Ou ça va créer de la friction dans tous les cas et des complications. Donc, ne dis pas que tu es non-résident. Ne dis pas. Alors pour ce faire, c'est pour ça que je te le dis souvent, achète un numéro de téléphone, il y a Free, c'est vraiment pas cher. Il y a des applications on-off pour avoir un numéro français, en fait, c'est ça que tu dois avoir. Et tu fais à chaque fois les visites en vidéo, etc. avec ce numéro-là. Donc ça, c'est génial. Ensuite, suis bien les étapes dans l'ordre. Suis bien les étapes dans l'ordre, sauf pour le cas où en effet c'est un bien avec un bon prix, un très bon prix. Là, tu peux tout court-circuiter comme je t'ai dit. Mais là, ça va tout changer. OK? Et puis après, si, le bien et le projet, il est sérieux et tu fais l'offre et il est bloqué, active ton réseau au maximum. Anticipe, évidemment, ça c'est important. Tu dois toujours te documenter, structurer et tout valider. Maintenant, un dernier point très important. Ce que je te dis là, c'est vraiment la méthode pour visiter à distance sans visiter toi. OK, tu l'as jamais visité le bien. Tu t'es pas déplacé, tu as fait une visite en visio et c'est tout. Par contre, tu as fait intervenir un intervenant. OK? Et cet intervenant, il t'a aidé. Mais rappelle-toi, tu as gagné beaucoup de temps parce que tu t'es pas déplacé, tu as pas fait de visite physique. La visite visio, elle est optionnelle. Elle est optionnelle dans le sens si le bien il est pas conséquent, tu switches. Maintenant, pour appliquer cette méthode-là, dis-toi qu'à chaque fois, il faut être un expert de son marché. Il faut être très réactif. Donc attention au décalage horaire, tout ça. Il faut maîtriser le financement. C'est-à-dire qu'avant que tu passes à cette étape de visite, il faut déjà que tu aies un ou deux accords de financement. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, ils ont déjà 2 accords de financement et généralement, ça va être des accords de financement pour financer le bien à 90 tout le projet d'acquisition. En moyenne, chez nous, on met 12 d'apport. Parfois, ça va être 20, parfois ça va être 8, ça va dépendre, mais c'est extraordinaire et ça, il faut absolument maîtriser. Pareil, la fiscalité, comment tu vas structurer ça? Il faut faire attention à la double imposition. Double imposition, en fonction de ton pays de résidence, tu auras une double imposition. Donc attention, OK? Donc c'est pour ça que si tu veux appliquer cette méthode avec moi, si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir un vrai plan d'action pour, aller beaucoup plus loin, clique sur le lien qui est dans la description. Il n'y aura qu'un lien, c'est celui-ci et clique dessus et tu prendras un appel stratégique avec moi. On pourra concrètement parler de la méthode. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et derrière, je te donnerai tous les outils, toute la méthode et si tu veux, tu pourras rejoindre mon accompagnement. À voir, on verra bien si, il y a de la disponibilité, s'il y a encore des places et si même je suis en capacité de t'accompagner et si, ton projet est sérieux et si tu es suffisamment déterminé. Mais clique sur le lien si tu veux aller beaucoup plus loin. En tout cas, cette vidéo, je trouve qu'elle était top. J'espère que tu as vraiment apprécié et puis je te dis à la prochaine vidéo, tout simplement.